Bonjour chers apprenants des classes de première et de terminale de second cycle d'enseignement secondaire, toutes séries confondues. Une fois de plus, je suis M. Kowo, enseignant de mathématiques au lycée bilingue de Bipanda. Je vous reviens après la première vidéo sur laquelle nous avons défini ce qu'on entendait par fonction numérique. Nous avons présenté ce que c'est que le domaine de définition d'une fonction numérique et nous avons abordé la notion de continuité en un point. Maintenant, cette vidéo, elle est faite pour continuer le cours que nous avons abordé précédemment. Aujourd'hui, nous allons aborder la notion de continuité sur un intervalle parce que vous savez que les fonctions sont définies sur un intervalle, pas sur un point. La question pour nous maintenant de vous présenter c'est quoi la continuité sur un intervalle, à quoi ça sert, et de chuter surtout sur un théorème fondamental pour la classe de terminale, à savoir le théorème de valeur intermédiaire. C'est quoi le théorème de valeur intermédiaire? Comment on l'utilise et quelle peut être son application sur le plan pratique? Et après, nous allons définir la notion de dérivabilité en un point. En fait, vous voyez que tout ce que nous sommes en train de faire, nous sommes en train de donner les outils, les ressources nécessaires aux apprenants pour qu'ils puissent aborder avec efficacité et efficience la notion de partie ressources dans les classes d'examen et aussi la partie compétences, parce que nous n'avons pas manqué de vous dire quelle est l'application pratique des fonctions. Nous avons dit où est-ce qu'on les retrouve. Et là, nous allons vous donner la notion de théorème de valeur intermédiaire. Nous allons vous donner l'application pratique de la notion de théorème de valeur intermédiaire. Pour que vous soyez sur un exercice de partie de ressources ou partie de compétences selon l'APC, que vous soyez compétent. Alors, sans plus tarder, nous allons donc aborder la notion de continuité. La notion de continuité sur un intervalle. Voilà. Ma fonction, je l'appelle petit f. Comme habituellement, on aime bien utiliser petit f comme fonction. Ma fonction, c'est petit f. Je la définis de i, de r. Évidemment, qui a tout x associe f de x. Rappelez-vous, la dernière fois, nous avons dit que nous travaillons sur les fonctions numériques à variable réelle. Donc, il faudrait absolument que le i soit une partie de r, bien grand R, évidemment. Alors, quand est-ce que je dirais que ma fonction f qui est là est définie sur l'intervalle i? Ma fonction f sera définie sur l'intervalle i lorsqu'elle sera définie en chaque point de i. Vous savez qu'un intervalle est une succession d'une infinité de points. Alors, ma fonction f, elle est définie sur un intervalle lorsqu'elle est définie en chaque point situé sur cet intervalle. Mais est-ce que cela veut dire que si je suis dans un exercice, on me demande, je sais que la fonction continue sur i, je veux dire, je vais commencer à chercher tous les points de i. Déjà, je veux dire un intervalle, c'est une succession d'une infinité de points. Par conséquent, ce n'est pas possible pour vous de déterminer tous les éléments d'un intervalle. Mais maintenant, comment est-ce que moi, élève de première ou terminale, je me comporterai dans les évaluations qui arrivent certificatives? Comment je me comporterai pour justifier qu'une fonction définit sur un intervalle bien précis? Alors, nous avons plusieurs types de fonctions. Nous commençons par les fonctions polynômes. Si j'ai une fonction polynôme, les fonctions polynômes, bon, on va dire les fonctions polynômes, c'est beaucoup plus les élèves de première, hein, les fonctions polynômes. Voilà. Et je rappelle que une fonction polynôme, c'est une fonction de la forme ax puissance n plus bx puissance m plus cx puissance p plus. Donc, c'est des fonctions de cette forme-là. Un exemple, si nous prenons f de x égale à 2x carré plus 3x plus 5, évidemment, il s'agit d'une fonction polynôme. Et une fonction polynôme a pour degré le degré de son monôme de plus haut degré. Voilà les différents monômes. C'est la classe de 4e, 3e. Et le monôme de plus haut degré, c'est 2x carré. Donc la fonction f qui est au tableau est une fonction polynôme de degré 2. Alors, voilà une fonction polynôme de degré 2. Par définition, les fonctions polynômes sont continues sur R. C'est ça là, le principe. Les fonctions polynômes sont définies sur R. Ça veut dire que si c'est une épreuve, et on me donne une fonction comme celle-ci, et on me demande de justifier qu'elle est continue, je vais simplement dire elle est continue sur R comme fonction polynôme. Mais, et si on a restreint le domaine d'étude? Si on a restreint le domaine d'étude, si dans l'exercice on n'a pas défini la fonction sur R, si l'exercice A, on a défini la fonction sur l'intervalle i égale à 0, peut-être plus l'infini, est-ce que je devrais m'inquiéter? La réponse est non. Je n'ai pas besoin de m'inquiéter. Pourquoi? Parce que vous devez savoir que
Si une fonction est définie sur un plus grand intervalle, c'est clair qu'elle est définie sur le plus petit intervalle. Par conséquent, ma fonction polynôme qui est là au tableau, fonction polynôme de second degré, est définie sur R par définition. Par conséquent, elle est définie sur 0 plus infini, parce que 0 plus infini n'est qu'une partie, une infime partie de R. Donc, si on pose la question, on justifie que la fonction f qui est là est définie sur son domaine sur 0 plus infini, vous avez écrit sur votre copie simplement, f est continue sur 0 plus infini comme fonction polynôme. C'est tout. Mais maintenant, je prends un deuxième type. Ça, je prends différents types pour que, quand vous aurez des estimes, tant que vous soyez proactif, donc que vous n'aurez plus à tergiverser à gauche et à droite. Parce qu'on a beaucoup de soucis quand on corrige les feuilles des élèves de première, CD, terminale C. Ils ont des problèmes de rédaction sur. Donc, ce qu'on fait là, c'est pour que, lorsqu'on vous aura une fonction autre que celle-ci, mais dès que vous identifiez c'est une fonction polynôme, alors vous saurez quoi faire. Là, nous allons prendre donc ce que nous appelons fonction rationnelle. Fonction rationnelle. Fonction rationnelle. Dans la vidéo précédente, nous avons dit qu'une fonction rationnelle, c'est le quotient de deux fonctions polynômes. Donc, une fonction rationnelle, par exemple, ici, c'est la fonction f définie de R qui à tout x associe x carré plus 3x moins 1 sur x carré moins 2. Bon, là, je suppose que nous sommes en première A, ou bien que nous sommes en première D, en première C, pourquoi pas. Alors, voici notre fonction. On nous demande de justifier qu'elle est continue, de donner l'intervalle sur lequel elle est continue. Je préfère poser la question ici. Sur quel intervalle la fonction est-elle continue? Alors, rapidement, à vous de me dire, est-ce que l'ensemble de départ est le domaine de définition? Vous pouvez un peu réagir. 2 minutes. Est-ce que la fonction qui est définie là a pour domaine de définition R? Alors évidemment, lorsque vous mettez au travail, vous vous rappelez, nous avons fait dans la séquence précédente, nous avons dit, quand nous avons une fonction rationnelle, elle est définie chaque fois qu'elle ne s'annule pas. Parce qu'on ne peut pas diviser un nombre par 0. Donc vous comprenez rapidement que la fonction f est définie. On peut dire f est définie, ou f de x existe. F est définie lorsque x carré moins 2 est différent de 0. Évidemment, x carré moins 2 n'est pas toujours différent de 0. Parce que là, il ne s'agit pas d'addition comme tout à l'heure. C'est plutôt la soustraction. Donc, ceci nous envoie à x carré différent de 2. Et nous savons qu'il y a deux nombres qui ont pour carré 2. Le premier nombre, c'est racine de 2. Et le second nombre, c'est moins racine de 2. Donc, vous voyez donc que pour être sûr que mon dénominateur là ne sera pas différent de 0, il faut que j'enlève deux valeurs dans R. La première valeur que je dois enlever, c'est racine de 2. Et la deuxième valeur que je dois enlever, c'est moins racine de 2. Par conséquent, vous comprenez que le domaine de définition n'est pas le domaine, l'ensemble de départ. Donc, mon domaine de définition de cette fonction f, ce sera dans tous les nombres réels, sauf moins racine de 2 et racine de 2. Je rappelle que tout ce que je fais, c'est juste prendre un exemple pour que vous compreniez et vous pourriez vous exercer sur d'autres exemples. Donc, la propriété dit que les fonctions rationnelles sont continues sur leur domaine de définition. Les fonctions rationnelles sont continues sur leur domaine de définition. Rappelez-vous que la question qui m'a été posée, c'est celle de donner le domaine sur lequel la fonction qui est au tableau est continue. Alors, c'est là où je dois appliquer ma propriété. Elle dit les fonctions rationnelles sont continues sur leur domaine de définition. Par conséquent, la fonction qui est au tableau ne peut être continue que sur l'intervalle R privé de moins racine de 2 racine de 2, parce que c'est ça son domaine de définition. Voilà. Après ça, je vais prendre aussi une fonction qui embête beaucoup les élèves. Là, nous sommes en premier D, premier C. Et en montant, terminal D, terminal C. Je vais prendre une fonction. C'est les fonctions racines. Les fonctions racines. Je prends une fonction racine, je vais tout simuler un cas. Ce que je fais, c'est simuler un cas. Ça fait que quand vous allez retrouver ça, vous saurez comment vous exercer. Si je prends la fonction f définie de racine de 2, la fonction f définie de R de R qui à tout x associe racine de 2x plus 1. Alors les gens peuvent me dire, hey, le R là ça pose problème monsieur, mais je vous rappelle que R n'est que mon ensemble de départ. R c'est mon ensemble de départ.
Alors la question que je pose, c'est celle que j'ai posée précédemment. La question c'est, sur quel domaine est définie la fonction, est continue la fonction f? Sur quel domaine? Alors vous voyez, la première chose qui frappe à votre œil, c'est que vous avez un radical. Et si vous vous rappelez en cas de troisième, on vous a dit racine de moins 2 n'existe pas, racine de moins 5. Donc, il faudrait que ce qui est sous le radical soit supérieur ou égal à 0. Par conséquent, ma fonction f cette fois-ci sera définie lorsque 2x plus 1 sera supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire 2x sera supérieur ou égal à moins 1, c'est-à-dire x sera supérieur ou égal à moins 1 divisé par 2. Par conséquent, mon domaine de définition ici, ce sera l'intervalle fermé par ce supérieur ou égal, fermé à 1,5 jusqu'à plus infini. Je ferme la notion d'intervalle, je ferme à moins 1,5 parce que c'est l'inégalité large. Alors, sur quel intervalle on est défini une fonction racine? La propriété dit ceci, une fonction racine est définie chaque fois que la fonction qui est sous le radical est définie et est positive. Donc, il faudrait premièrement que la fonction qui est sous le radical soit définie sur l'intervalle que vous avez choisi, et vous devez vous rassurer que la fonction, l'intervalle que vous avez choisi là, la fonction qui est sous le radical est positive. Alors, vous pouvez conclure que la fonction racine est continue. Application directe. Notre fonction f qui est au tableau est définie sur l'intervalle moins 1,5 plus infini. Je soupçonne que c'est ça le domaine de continuité également. Alors, qu'est-ce que je fais? Je prends la fonction qui est sur le radical. C'est quelle fonction? Il s'agit de la fonction 2x plus 1. Ma propriété me dit, bon, je peux l'appeler k de x. Ma propriété me dit, il faut d'abord que k de x soit défini sur l'intervalle que j'ai choisi. Mais vous voyez, k de x, c'est une fonction polynôme. Toutes les fonctions polynômes sont définies sur R. Par conséquent, il est évident que cette fonction 2x plus 1 est définie dans l'intervalle moins 1 plus l'infini, qui est une partie de R. Si je suis défini sur le plus grand, alors je suis défini sur toute partie de ce plus grand. Donc oui, la fonction k de x de x plus 1 est définie sur l'intervalle moins 1,5 plus infini. Deuxième questionnement, est-ce que cette fonction-là est positive sur l'intervalle là? Parce que vous devez vous poser deux questions. Premièrement, est-ce que la fonction est définie sur l'intervalle en question? Deuxièmement, est-ce que la fonction est positive sur cet intervalle? Évidemment, pour obtenir l'intervalle, nous avons résolu une équation 2 plus 1 supérieur ou égal à 0. Donc, c'est clair que la fonction là, elle est positive sur l'intervalle choisi. Par conséquent, nous allons dire que notre fonction radicale f est continue sur l'intervalle moins 1,5 plus l'infini. Et je vais donc chuter avec le dernier type de fonction. Je n'ai plus que quelques exemples de fonctions qui vous embêtent un peu, hein, pour que vous puissiez vous-même générer. Donc vous comprenez que j'ai dit ici la fonction racine de u. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'elle soit continue? Premièrement, il faut que u soit définie sur i. La fonction u doit être définie sur i, sur l'intervalle que vous avez choisi. Et deuxièmement, la fonction u doit être positive sur i. Voilà, je vous laisse quelques secondes pour matérialiser ça dans votre esprit. Les fonctions racines, elles sont continues sur tout intervalle i sur lequel la fonction u est définie d'abord. Vous voyez, u c'est ce qui est sous le radical. La fonction u est définie et la fonction u doit être positive. Voilà. Je crois que c'est bon. On va donc prendre le dernier type de fonction. Là, nous faisons un clin d'œil toujours à nos amis de premier D, premier C. Parce que chez vous, c'est fondamental. Là, il n'y a pas de cadeau. Vous devez savoir le domaine de continuité des fonctions avant de les manipuler. Je prends la fonction ln de u rapidement. Je ne vais pas prendre ln de x. ln de u. Quand est-ce que ln de u est continue? Et là, je vous donne rapidement la propriété. ln de u est continue chaque fois u est défini. Bon, suppose c'est un intervalle i. Il faudrait que u soit défini sur i et il faudrait que u soit strictement, cette fois-ci, strictement positive. Positive sur i. Donc, la fonction ln de u est continue sur tout intervalle où la fonction u est d'abord définie
et est strictement positive. Ça veut dire que si je définis, exemple, si je définis ma fonction ln, je vais l'appeler la fonction, bon, je commence avec f, je continue avec f, f définie de moins 1 demi plus l'infini de r, qui à tout x associe ln de 2x plus 1. On me demande de justifier que la fonction est continue sur son ensemble de départ. Premièrement, je cherche le domaine de définition de ln de 2x plus 1. Je cherche son domaine de définition. Pourquoi? Pour me rassurer que son domaine de définition est soit plus grand que celui qu'on m'a donné, ou bien pour me rassurer que le domaine de définition est celui qu'on m'a donné. Bref, l'objectif c'est de me rassurer que dans l'intervalle qu'on m'a donné, il n'y a pas un point, qu'il n'y a pas un point de discontinuité. Alors nous savons que ln est définie chaque fois que la fonction qui est à l'intérieur est strictement positive. Donc, rapidement, nous avons 2x plus 1 strictement positif. Ceci équivalent à 2x strictement supérieur à moins 1. Ceci équivalent à x supérieur à moins 1 demi. Vous voyez que la fonction qui est là est définie sur l'intervalle moins 1 demi plus l'infini. Voilà, j'ai gagné premièrement. Au moins, je sais que ma fonction est définie sur l'intervalle qui est donné. Et également, je sais qu'elle est strictement positive parce que j'ai commencé en disant 2 plus 1 strictement positif. Donc, j'ai donc justifié premièrement que ma fonction 2 plus 1 est définie sur l'intervalle moins 1 demi plus infini. Et j'ai justifié que ma fonction 2x plus 1 est strictement positive sur l'intervalle moins 1 demi plus infini. Par conséquent, je peux conclure que ma fonction ln de 2x plus 1 est continue sur l'intervalle moins 1 demi plus l'infini. Donc nous résumons en disant que une fonction est continue sur un intervalle lorsqu'elle est continue en chaque point de cet intervalle. Voilà, nous allons donc chuter. Bon, on peut associer à la notion de continuité la notion de stricte monotonie pour avoir les ensembles d'arrivée des intervalles par une fonction continue. Ce qu'on peut simplement dire, ce qu'on peut vous dire rapidement, c'est que si vous avez un intervalle i, et si vous avez une fonction f qui est continue, si vous avez f qui est continue, alors l'image de l'intervalle i par f sera f de i. Sera f de i. Bon, si i c'est AB, l'image de f fois i, ce sera un intervalle M grand M. Bon, si on a simplement dit que f est continu sans autre précision, ce n'est pas sûr que M et grand M soient les images de A et B, c'est pas sûr. Parce que si nous simulons par une courbe, on peut bien avoir une fonction qui démarre ici, elle monte d'abord, elle redescend et elle va là. Vous voyez bien que sur la figure tableau, le domaine de définition, c'est l'intervalle AB. Vous voyez, la fonction est définie sur AB, l'intervalle AB. Mais l'image de l'intervalle AB, ce n'est pas f de A, parce que regardez, f de A, lui il est quelque part ici. Voici f de A. Et f de B, regardez f de B, voici B ici. F de B est quelque part ici. Donc, si vous tentez de dire que l'image de l'intervalle AB, c'est f de A, f de B, vous commettez une erreur monumentale. Parce que c'est ce que beaucoup de gens font. Ce n'est pas ça. Parce que f de A, f de B, regardez ce petit morceau. F de A, f de B, c'est là. Vous voyez? Ça ne saurait être l'image de l'intervalle AB. Par contre, l'image de l'intervalle AB, c'est le minimum, petit m, et le maximum ici, grand M. Voilà l'image d'intervalle AB, c'est ça. C'est petit m grand M. Donc ce n'est pas ça. Ce n'est pas f de A, f de B, mais c'est petit m grand M. Maintenant, évidemment, il y a des conditions qui vont faire que l'image d'intervalle AB soit f de A, f de B. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que l'image de l'intervalle AB soit f de A, f de B? Il faudrait deux choses. Il faudrait premièrement que la fonction soit continue et deuxièmement qu'elle soit croissante. Si
Si la fonction est continue et croissante, c'est clair que l'image de l'intervalle AB sera f de A, f de B. Maintenant, si la fonction est continue et décroissante, c'est clair que l'image de l'intervalle AB sera plutôt f de B, f de A. On va simuler des figures. Ça, c'est le cas où l'image, ce n'est pas f de A, f de B. Mais vous voyez quand même que l'image reste un intervalle. En fait, ce que vous voulez que vous compreniez, c'est que par une fonction continue, l'image d'un intervalle est un intervalle. Mais maintenant, pour que l'image de l'intervalle soit f de A, f de B, il faudrait que la fonction soit croissante. Comme qui? Comme la fonction ln. Pour nos amis qui manipulent ln en terminale. Voilà, 1. Si vous prenez la fonction ln, voilà, c'est clair que si vous prenez, voici votre domaine de définition, 0 plus l'infini. Donc, la fonction ln est définie de 0 plus l'infini. Et évidemment, si vous cherchez f de 0 plus l'infini, ce sera la limite à instant de 0 qui est en ce qui est moins l'infini, et la limite à instant de plus l'infini qui est plus l'infini. Donc, c'est un exemple de fonction strictement croissante. Donc, quand vous avez une fonction qui est croissante, l'image de l'intervalle AB, c'est f de A, f de B. Et c'est le même cas pour l'image, pour une fonction qui est décroissante. Vous inversez jusqu'à une fonction décroissante, l'image de l'intervalle AB, c'est f de B, f de A. Bon, je n'ai pas envie de finir sans parler du théorème de valeur intermédiaire. Je vous l'ai promis, parce que je sais que c'est ça. Ça a beaucoup de points à l'examen, mais ça menace tout le monde. Le théorème de valeur intermédiaire. Je vais donner la définition et l'application pratique. Théorème des valeurs intermédiaires. Et là, évidemment, nous ne sommes plus en première. Nous sommes en terminale, toutes séries confondues. Que dit ce théorème? Ce théorème dit, si vous avez une fonction f, écoutez bien, vous avez une fonction f continue sur un intervalle i. F continue sur i. F continue sur i. Si vous prenez deux éléments a et b, dans i, alors chaque fois que vous allez prendre un nombre réel c compris entre f de A et f de B, alors C va émettre au moins un antécédent compris entre A et B. Chaque fois que vous allez prendre un nombre C compris entre f de A et f de B, alors C va émettre au moins un antécédent compris entre A et B. Alors, ce théorème de valeur intermédiaire, il vient, suppose toutes les épreuves, et chaque fois, on trouve les gens en train d'écrire des choses qui n'ont pas de sens. Regardez, le théorème de valeur intermédiaire, en réalité, il vient permettre aux élèves de classe terminale de résoudre des équations qui sont un peu complexes. Je vais prendre, après avoir parlé du théorème, je prends la conséquence. La conséquence du théorème de valeur intermédiaire. En fait, l'une des conséquences, si la fonction f est continue sur l'intervalle AB, et si la fonction f est strictement monotone sur AB, si la fonction f est continue sur i, je prends tous mes deux réels a et b sur i, et je sais aussi que la fonction f est strictement monotone sur i, alors le nombre réel c que je prends entre a et b, entre f de a et f de b, aura un et un seul antécédent. On parlera d'un unique antécédent. Et ça ressemble à quoi? Beaucoup d'exercices en terminale, c'est, vous allez voir quelque part, on va vous dire, justifier que l'équation f de x égale à 0, justifier que l'équation f de x égale à 0, admet une unique solution dans l'intervalle. Nous avons une fonction f définie de i de r. Quelque part, on vous dit, justifier que l'équation f de x égale à 0 admet une unique solution alpha. Et après, on dit alpha compris entre deux valeurs a et b. On dit unique. Ce que je vais vous dire rapidement, c'est que quand une fonction est continue, elle est surjective. Et quand une fonction est strictement monotone, elle est injective. Et quand vous associez la notion de surjection et d'éjection, vous avez une fonction qui est bijective. Et c'est quoi bijective? Bijective veut dire quoi? Bijective veut dire que chaque élément de l'ensemble n'est pas unique, une seule image d'ensemble d'arrivée, et chaque élément d'ensemble d'arrivée a un unique antécédent.
Par conséquent, quand on me demande de justifier que l'équation f de x égale à 0 admet une unique solution, c'est quoi en fait si on veut traduire ça? On est en train de me demander de justifier que 0 n'a qu'un seul antécédent, un unique antécédent. Il s'agit de justifier que 0 a un unique antécédent. Si vous commencez à résoudre l'équation, évidemment, vous allez prendre toute la journée. Peut-être qu'il n'y a que ça que vous connaissez. Bonjour les problèmes. Mais en réalité, quand on vous demande de résoudre l'équation f égale à 0, on vous demande de justifier que le 0 là n'a qu'un seul antécédent dans R. Alors il y a deux choses clés que nous, professeurs, nous voulons lire sur vos feuilles. La première chose, c'est la continuité. La deuxième chose, c'est la monotonie stricte. Même si vous dites seulement les deux là et vous laissez, vous avez au moins la moitié de vos points. Ça veut dire qu'il est question de regarder. Je vais simuler un tableau de variation et regarder. Hein. Vous avez travaillé. Parce que pour répondre à cette question en terminale, il faut absolument le tableau de variation, fondamentalement. Vous êtes obligé, il faut l'avoir, ce tableau de variation. Je simule un tableau de variation x. Je vais prendre 0, je pense une fonction ln de quelque chose. 0 plus infini, ou bien je vais prendre 1 plus infini. J'ai la dérivée là-bas. Je suppose que la fonction n'est pas dérivable à 1. Hein. C'est pour ça que vous voyez 2 barres. Et j'ai f de x. Et je me rends compte que la fonction va de moins l'infini à plus l'infini. Positif. Je profite pour vous dire, il n'y a aucun lien entre le signe de la dérivée et le signe d'une fonction. Il faut que vous compreniez ça. Alors on me demande de montrer que l'équation f de x égale à 0 admet une unique solution. Et alors que voici mon tableau de variation. Alors qu'est-ce que j'écris sur ma feuille? Sur ma feuille, simplement dire à l'enseignant que chaque fois que je vais prendre x dans l'intervalle 1 plus l'infini, la fonction f est continue. Vous voyez, elle est continue. Vous voyez, c'est un trait. Elle est continue et strictement, elle est continue et strictement croissante. Et je conclus que, donc, elle réalise une bijection. Elle réalise une bijection de l'intervalle de départ, qui est l'intervalle 1 plus l'infini, vers l'intervalle d'arrivée. Parce qu'elle est croissante, donc l'intervalle d'arrivée c'est moins l'infini plus l'infini. Voilà. Cette phrase-ci justifie quoi, chers élèves? Cette phrase-ci justifie l'unicité. Le fait que la fonction soit objective, alors ça va prouver que la solution est unique. Maintenant, il me faut justifier l'existence. Parce qu'on a dit montrer que l'équation admet une unique. Donc, il y a deux choses dans cette phrase. Il y a l'unicité et l'existence. L'existence, c'est de montrer que 0 est dans l'ensemble d'arrivée. Et regardez, on va de moins l'infini à plus l'infini. Forcément, on passe par 0. Donc, c'est clair que je vais simplement dire à côté de plus 0 appartient à moins l'infini plus l'infini. Et je conclus donc l'équation f de x égale à 0 admet une unique. Elle est unique parce que la fonction objective, elle existe. Admet une unique solution. Généralement, on l'appelle alpha. Alpha dans mon intervalle de départ 1 plus l'infini. Voilà. Chers apprenants, voilà, je crois que rien que ce qu'on vient de vous donner est suffisant. Donc, il n'est pas question pour vous d'aller résoudre les équations ici. Il est seulement question pour vous de nous montrer les deux mots-clés, la continuité, la stricte monotonie, qui chutent sur la bijection. Dès que nous avons ces trois mots, après il suffit de montrer l'existence en montrant que le nombre, ça peut ne pas être 0, et terminal C, ça peut ne pas être 0, ça peut être 1, ça peut être 2. Vous rassurez simplement que le nombre est dans l'intervalle image et vous concluez que l'équation f de x égale à 0. Après, il y a d'autres méthodes qui permettent de réduire le champ de l'ensemble d'arrivée. On peut après vous dire, montrer que alpha est compris entre, je vais prendre un exemple bête, 2 et 2,3. Alors, qu'est-ce que je fais? Après avoir fait tout cela, je rappelle à celui qui corrige que 2 et 2,3 sont dans l'intervalle sur lequel je travaille, qui est 1 plus l'infini. Nous voyons tout ce que 2, 3 est ici. Je calcule f de 2. Je suppose qu'il m'a donné moins 0,37. Je calcule f de 2,3. Parce que la fonction est croissante. Il me donne 0,007.
Je peux donc conclure que mon alpha, vous voyez que 0 est compris parce qu'on vous dit faire f de 2 fois f de 2,3 négatif. Ça veut dire quoi négatif? Ça veut dire qu'une solution est pour et une image est positive, l'autre est négative. Donc 0 est compris entre l'image de f de 2 et f de 3. Par conséquent, mon alpha est bien compris entre 2 et 3 et 2,3 et il est unique. Voilà comment est-ce que vous avez résolu ce type d'équation. Il n'est pas question que vous de résoudre. Et regardez bien, les valeurs obtenues sont proches de 0. Vous comprenez qu'il est difficile pour nous de résoudre l'équation f égale à 0. On essaie donc d'approcher la solution par des valeurs qui sont très proches de 0. Et on peut donc voir ça sur le plan pratique. Je suppose qu'on vous a donné un exercice d'économie. Je préfère ça en économie. Je suis un peu plus calé. On vous donne un exercice d'économie et vous avez la courbe. C'est-à-dire vous avez simulé à l'aide de votre logiciel, vous avez la courbe de votre fonction bénéfice. Le f de x égale à alpha se voit à quel niveau? Là, voici ce fameux L de x égale à alpha. Là, voilà le fameux alpha. Le fameux alpha qui a pour image 0, ça signifie quoi en économie? C'est la valeur, regardez la courbe, c'est une courbe croissante. Parce que la courbe, elle modélise beaucoup de fonctions économiques. Vous voyez que alpha, c'est la valeur à partir de laquelle l'entreprise commence à réaliser les profits. Parce que avant alpha, la courbe est sous l'axe, en dessous de l'axe des abscisses. Donc la courbe, elle est négative. Après alpha, la courbe est positive. Ça veut dire que si cette courbe était la courbe d'une fonction de bénéfice, on se rendait compte que l'entreprise commence à réaliser les profits à partir de alpha. Donc il est question pour nous d'encadrer ce alpha, parce que ce alpha est important pour l'entreprise et permet de savoir à partir de quel moment elle commence à réaliser des profits. Et pour vous, les déterminants, parfois après cette question, on vous demande de donner le tableau de quel est le signe de f. Regardez bien. Avant alpha, pour le cas de la figure, avant alpha, la fonction est sous l'axe des abscisses. Et après alpha, la fonction est au-dessus de l'axe des abscisses. Donc elle est négative dans l'intervalle 0 alpha et elle est positive dans l'intervalle alpha plus infini. Voilà, je suppose que vous avez apprécié. Nous avons pris la peine de vous donner suffisamment d'éléments. Quelques petits éléments, nous n'avons pas, elle n'est pas exhaustif. On ne peut pas tout vous donner. Mais on espère que le peu qu'on vous a donné vous permettra de bien vous exercer chez vous sur d'autres exercices et d'être surtout plus efficace et efficient lors de vos examens certificatifs. Nous souhaitons une bonne suite et à très bientôt.